Bienvenue chez Arcurial pour cette conférence qui s'annonce passionnante. Je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux. Je suis Isolde de Viel-Castel, vice-présidente en charge de tout le pôle 20e siècle, donc c'est mon rayon. Et je suis très contente de pouvoir apprendre autant de choses. Avec nous ce soir, nous avons Joanne Punier-Miraud, Albert Loeb, Sonia Loeb et Virginie Agelower, la directrice des éditions Norma, qui a donc mis en place toute cette correspondance entre Loeb et Miraud. Et donc, vous allez nous guider ce soir dans cet ouvrage et dans tous les souvenirs et les anecdotes sur Miraud et son travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc, je suis chargée de lancer la discussion, mais pour ceux qui connaissent Albert et Joanne, je vais donc parler 2 minutes et après, ils vont faire ça très bien tous les deux. Donc, nous, aux éditions Norma, on a été ravis, mais ravis vraiment de travailler sur cet ouvrage qui va donc vous faire découvrir les relations entre Pierre Loeb, le premier marchand parisien, de Joanne Miraud, et donc cet échange épistolaire qu'ils ont eu pendant beaucoup d'années. On s'est concentré principalement sur 1926-1936, où ça a été le plus foisonnant, mais il y a eu d'autres lettres qui ont perduré jusqu'en 1963. Et donc, sans plus tarder, je vais vous passer la parole à l'un et à l'autre. Parlez-nous peut-être de la genèse de cette publication et le pourquoi vous avez souhaité publier ces lettres. Ben, moi, je crois que c'est passionnant parce que toi, tu as écrit justement un prologue. Ça marche. Proche, comme ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui. Non, je pense que comme tu as écrit le prologue du catalogue qui concerne justement l'arrivée des lettres. Non, enfin, oui. Comme tu veux. Vas-y. Déjà, quelle était la nature de leur relation entre Miraud et Pierre? Alors, bon, il y a beaucoup. Écoutez, ça va, tout le monde m'entend? Oui, bien. Bon. Non, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Beaucoup. Pour faire une première observation, c'est que ces lettres, elles ont une centaine d'années. Ça nous catapulte dans un passé, dans les années 20, une des périodes les plus fécondes dans la création artistique qui est en France à l'époque. D'ailleurs, Miraud arrive en 1920 à Paris, attiré par cela, et prêt à défier, peut-être même à défier le vieux qui n'est pas encore vieux, Picasso. Moi, j'écris que, en fait, Miraud, qui a d'ailleurs déjà une œuvre magnifique avant d'arriver à Paris. C'est une œuvre figurative, ce sont des paysages, ce sont des portraits, des natures mortes même, et c'est un monde de rêves, mais alors exécuté, réalisé avec un talent de peintre extraordinaire. Bon, il est influencé par le fauvisme et le cubisme, mais enfin il fait sa création, c'est extrêmement créatif. Je dois dire que j'ai un faible pour cette époque, j'ai vraiment un faible. Et puis alors, ce qui est bon, il est au courant à Barcelone et les îles, il est au courant de la Révolution à Paris. Il est au courant, parce qu'on est au courant, il y a des expositions à Barcelone à cette époque, avant 21, et il est au courant des surréalistes, il est au courant de Dada. Donc il arrive avec... ça marche? Oui, il arrive avec vraiment une grande volonté, une grande pugnacité. Et il va donc tout de suite être très bien accueilli dans le milieu d'un art surréaliste. C'est dur, la vie est très dure pour lui, il est pauvre,
Même dans une des lettres, il raconte qu'il ne mangeait pas tous les jours et que quand il était à la diète forcée, eh bien finalement ça l'excitait et ça l'incitait vraiment à travailler. Ça l'inspirait, enfin ça l'inspirait pas, mais ça le mettait dans un état peut-être de fièvre, enfin bref, c'était très profitable. Bon, donc il arrive à Paris, oui, il arrive à Paris en 20, il ne rencontrera Pierre qu'en 25. Ben, est-ce que je continue à raconter? Oui, justement. Non, vas-y. Après, tu me dis quand tu veux parler. Bon. Oui, alors, il faut dire qu'ils sont très jeunes. Très jeunes. Bon, Miro a 7 ans de plus que Pierre. Pierre a était d'abord un courtier en tableau, et puis avec ses économies, il a pu ouvrir sa galerie, rue des Beaux-Arts, en 24. Et c'est à ce moment-là qu'il engage Jacques Viaud, personnage extrêmement intéressant, poète, surréaliste, pas très honnête, ce qui lui vaut d'ailleurs à un moment donné de fuir de France. Viaud, en fait, un aventurier, mais un homme passionnant. Moi, je l'ai connu, je l'ai fréquenté, bon, pas dans ces années, c'était sûrement plus intéressant, mais Viaud est en fait le premier marchand de Miro. C'est le premier. Et il présente Miro à mon père qui vient d'ouvrir sa galerie, et d'ailleurs mon père l'a pris comme secrétaire. Enfin, mon père n'avait rien d'administration et tout ça, il prend un poète comme secrétaire, et un poète en plus qui avait fait des mauvais coups dans le milieu, il avait acheté, il prenait des tableaux en conciliation, et puis il ne les payait pas, il les vendait, bref, il n'a pas tenu très longtemps. Et donc, c'est lui le premier qui s'intéresse, qui regarde cette œuvre. Parce que Miro, il faut dire une chose, je parlais de cette époque avant, magnifique œuvre. Mais quand il arrive à Paris, il fait tout à fait autre chose. Le dernier tableau proche de l'œuvre d'avant, c'est La Ferme, le célèbre tableau qui a appartenu à Hemingway et qui se trouve, et qui est un des chefs-d'œuvre de Miro, un chef-d'œuvre absolu, qui se trouve à la National Gallery à Washington. Ça vaut le voyage. Donc, mais il fait des choses totalement différentes, totalement inventées, en mettant des objets, des lettres, enfin, les gens sont complètement désemparés. Même les surréalistes. C'est ça qui plaît à votre père, dans ce cas-là? Non, pas du tout. Bon, alors, rien contre le livre. Non, pas du tout. Alors, je vais vous lire, parce que... Allez-y. J'ai vraiment noté des choses là. Tiens, tu peux me tenir. Ah, voilà. Oui. Donc, Viaud présente un Miro à Pierre, et voilà la réaction de Pierre. Nous sommes en 25. Pierre Loeb, qui avait ouvert sa galerie avec une exposition pasquine, c'est-à-dire à 1000 km de Miro, en octobre 24, aurait dit, lorsque son secrétaire Jacques Viaud lui montra en 25 les peintures de Miro, il a déclaré qu'une nouvelle peinture comique
étaient nés et qu'ils s'en teintaient les flancs. Sa citation trouvée dans le livre de cette chère Marguerite Roboel qui est là, qui a écrit un ouvrage de référence où on trouve beaucoup de choses sur Miro, de correspondance, beaucoup de choses, et qui m'a d'ailleurs beaucoup servi. Oui, mais Pierre était déjà un peu lié avec les surréalistes. C'était pas son goût, les surréalistes, mais il était lié, et puis c'était l'avant-garde. Hein. Donc, il confie la même année, donc, à Viau de faire une exposition Miro dans sa galerie, tout simplement. On ne peut pas dire qu'il aimait ça, mais tout de même, c'était déjà, Pierre Loeb, c'était déjà l'homme de l'avant-garde, l'homme de l'audace, l'homme qui allait de l'avant, sans préjugés, et qui a fait cette très belle carrière. Donc voilà, ça commence comme ça. Viau, à l'époque, a le contrat avec Miro, mais il est obligé de fuir parce qu'il a commis des indélicatesses. Et à ce moment-là, mon père reprend le contrat. Je vais ajouter que la peinture de Miro ne se vendait pas. Même aux Américains, qui avaient tout de même une plus grande ouverture d'esprit, d'aventure, ça ne se vendait pas. Donc, mon père achetait, il en remplissait la maison, à notre grand bonheur. Vous retrouverez d'ailleurs dans le livre des photos de la rue des Bordes-Valmore en 29, avec de merveilleux tableaux de la première époque d'ailleurs, et puis à côté de Picasso cubiste, de statues d'Afrique et d'Océanie, tous des chefs-d'œuvre, parce qu'à l'époque c'était très disponible. Voilà. Et donc à partir de là, ils deviennent proches, amis, et donc commence une relation épistolaire. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces lettres? Alors, pourquoi une relation épistolaire? Parce que c'est important. Non, parce que, en fait, la correspondance qui est datée des années 26 et 36, entre 26 et 36, il y a une explication. C'est pas seulement parce que Miro retourne en Espagne, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il retourne en Espagne, donc ils s'écrivent. Ils s'écrivent, et en 1936, c'est le début de la guerre d'Espagne, et il vient se réfugier en France. Donc c'est une explication. Ensuite, il y a quelques lettres après la guerre. Il se retrouve, Miro a des mots extraordinaires. Miro est je dirais pas d'une fidélité, mais ça va au-delà de l'amitié, une reconnaissance jusqu'à la fin. Et vous voyez la couverture du livre, pages 1 et 4, ce sont les fragments, les éléments d'une invitation à la grande exposition L'hommage à Pierre Loeb en 1979 au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. J'avais été voir Miro et je lui avais demandé s'il ferait le carton d'invitation. Donc il m'a apporté cette gouache et ça a fait l'objet du carton d'invitation d'exposition. Et puis, généreux. Après, je dis, écoutez, je vous rends la gouache. Il m'a dit, écoute, non, c'est pour toi. Joli cadeau. Voilà. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous avez retrouvé ces lettres? Et Johan, pourquoi vous avez souhaité publier cet échange?
Explique de quoi c'était la lettre. Explique ça. C'est d'abord vous, Albert. Oui, alors écoutez, en fait c'est un polar. Mon père meurt en 64. Il s'était remarié avec une jeune femme qui a ensuite est morte dans des conditions tragiques. Ces lettres n'auraient jamais dû quitter, évidemment, les archives de la galerie. Je pense qu'elles se sont retrouvées dans sa résidence. En tout cas, c'est un mystère. Toujours est-il qu'un jour, je reçois une lettre qui n'est pas anonyme, qui est signée, et qui me signale qu'il y a quelqu'un qui détient des lettres, donc c'est une personne qui est informée, qui sait ce que c'est que des lettres de Miro, qui est informée. Cette personne détient ces lettres et il faudrait que je la contacte et il faudrait que ces lettres soient restituées à la famille Loeb, évidemment. Bon, j'arrive à prendre rendez-vous à cette personne, d'ailleurs que, évidemment, je ne donnerai jamais de nom, même si c'est très loin, il est mort, la plupart des gens de l'époque sont morts, sauf moi. Donc il faut me croire, hein, je suis seul, il faut croire ce que je dis. Dis-moi l'histoire. Donc, je reviens, voilà. Au téléphone, on se parle, et il me dit oui, bien sûr, monsieur Loeb, ces lettres, je vais vous les rendre, nous prenons rendez-vous, et peu de temps avant le rendez-vous, il me téléphone, et il me dit, ah oui, mais vous savez, monsieur Loeb, je me suis renseigné. Je me suis renseigné, j'ai vu un commissaire-priseur. Alors là, commissaire-priseur, ça vaut de l'argent, ça vaut de l'argent. Il sait peut-être même pas qui est dit, ça vaut de l'argent. Bon, je lui dis, how much? Il a pris. Je vois un avocat à lui, je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a quelque chose à faire? Il me conseille de payer parce que ça peut durer longtemps. Et donc, on a rendez-vous. Et puis, un jour, je vais à son bureau avec un paquet de billets, parce qu'il faut payer en espèces, évidemment. Et je récupère les lettres. Et puis, c'est là. C'était en 97. Et puis, je ne sais pas, peu de temps après, on se voit, hein, parce que on est sur cette affaire depuis très longtemps, vous voyez, depuis 97, c'est très curieux, c'est une chose qui, comme, moi je pense que c'est pire que la gestation des éléphants. Et il était question d'ailleurs que le centre Pompidou, j'avais parlé de Jean Clair, et c'est loin, il était à l'époque conservateur au musée, que ce soit le musée qui les édite, enfin rien ne se fait, rien ne se passe, et le temps passe. Voilà, le temps passe, jusque récemment, je ne sais pas comment ça a commencé, on en reparle et on en parle sérieusement. Donc, on a des rendez-vous chez nous, à la maison, avec Joanne, avec son avocate Hélène Dupin, qui est avec nous, et on commence à se dire bon, comment on fait. On finit par choisir un éditeur, puis et c'est lancé. Voilà, c'est tout, ça, tout d'un coup, tout se fait. Et on a la merveilleuse surprise de la réussite des éditions Norma, vraiment
à tous les niveaux, maquette, papier, impression, c'est superbe, on est très heureux. Voilà. Merci, merci. Alors, est-ce que vous voulez nous parler du contenu un peu de ces lettres, peut-être? Le contenu est complètement merveilleux parce qu'on voit plus qu'une relation professionnelle entre le marchand et l'artiste, mais c'est une relation de vraie, profonde amitié qui a duré toute une vie. Et d'ailleurs, ton père et son frère sont allés à Mallorca, à Tarragona, en más milieu de Montreal del Camp, à Rondres ici. Ils ont rencontré la famille Jugosa. Donc il y avait une énorme relation de profonde amitié entre eux. Et je pense que c'est aussi intéressant que tu racontes comment ton papa a donné les tableaux de Miro à Pierre Matisse. Oui, alors ça, il est indispensable de mentionner qui était un grand monsieur. Moi, j'ai eu une galerie à New York dans les années 50-60, donc on était collègues, et vraiment, il ressortait des autres marchands, un homme très distingué, très discret, et mon père était en affaires avec lui. Donc il venait à Paris, il habitait à New York, il a commencé par habiter à New York, avant d'ouvrir sa galerie, en 30, si je ne me trompe. Sonia connaît mieux que moi les dates, tout c'est formidable. Je ne peux pas m'en passer. Donc, bon, comme j'avais dit, Miro ne se plaignait pas. Les gens venaient à la galerie pour rigoler. Ils donnaient rendez-vous. Très très peu d'amateurs, très peu en France. Quelques grands industriels du Nord, notamment. Et aux États-Unis, il y avait évidemment un marché à faire. Mon père, lors d'une visite de Pierre Matisse à Paris, lui montre des tableaux et ça passe pas. Pierre Matisse, très très honnête, dit écoutez, non, je ne comprends pas cette peinture. Et mon père alors saisit un des tableaux, qui est d'ailleurs reproduit dans le livre, saisit un des tableaux, comme ça, et lui dit écoutez Pierre, je vous offre ce tableau, je vous donne ce tableau. Prenez-le avec vous, ramenez-le à New York. Et puis, peut-être que un jour, vous aurez envie de le revoir. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Et j'ai d'ailleurs reçu une lettre de Pierre Matisse en 88, un an avant sa mort. Il avait fait une grande donation au Metropolitan, et dans la donation, il y avait ce fameux tableau. Donc Pierre Matisse, hein, Ceci est la couleur de Noël. Ceci est la couleur de Noël, je ne sais pas, c'est ce titre, je ne connais pas, non, je ne crois pas. Oui, C'est comme un ressort, tu vois, sur ma foule. Oui. Et il m'écrit, oui, un jour, j'étais triste de voir la création à Paris parce qu'il allait dans les salons où il y avait une peinture très conventionnelle en fait. Et il ressort le tableau et il dit j'ai compris ce qu'était la peinture de bureau et nous allons travailler ensemble. Et donc je reviens à cette lettre
m'écrit pour me dire qu'il a fait tout et que, en toutes circonstances, ce tableau, quand il est exposé, il doit y avoir sur le cartel, je crois, un don de Pierre Matisse en mémoire de Pierre Loeb. Je trouve ça d'une élégance extraordinaire. Voilà. Très bien. Joanne, est-ce que vous voulez peut-être, vous avez écrit le prologue du livre, qu'est-ce que ça représente pour vous, cet échange entre Pierre Loeb et Joanne Miro? Pourquoi vous avez absolument voulu rendre en fait, ces lettres publiques, parce que donc c'est vraiment inédit? Pourquoi vous vouliez absolument que cette publication existe? Avant de parler de ça, je vous demande d'applaudir à mon ami. Il a fait un geste formidable. Il a répété vraiment là, comme travail. Merci. Et Sonia aussi, pardon. Ton père aurait été très fier de toi. Je vais pleurer. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on voit des grands artistes comme Prensa, Kiefer, Vasilix et Soulage, on a peur que tout parte dans la nature du digital grâce aux emails. Mais on a encore des moments de grande joie quand on voit se balader des manuscrits, par exemple, de Victor Hugo en France. Et ça, c'était l'étincelle qui nous a dit l'époque plus importante de l'histoire de l'art moderne, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'était passé à Paris, et c'était son papa et mon grand-père qui ont écrit un chapitre formidable avec Picasso, Dali et Giacometti et beaucoup d'autres grands artistes. Et on ne pouvait pas laisser tomber tout cela dans la nature, dans l'oubli. Donc, grâce à lui et la vision de réacheter toutes les lettres et de commencer à travailler avec toi, Virginie et Sonia, qui a fait une lettre ouverte à Joanne Miro, très touchant dans le livre. Donc, le travail que tu as fait, Sonia, c'est formidable parce que tu as vraiment pris la colonne vertébrale de cet ouvrage pour mettre tout sur place, les dates, les noms, le moment de l'échange de lettres entre son papa et mon grand-père, et faire la perturbation d'ouvrage formidable qui va nous ouvrir un chapitre formidable d'une époque très compliquée pour Miro et pour ton papa. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez nous lire peut-être une lettre chacun, une lettre de Pierre Loeb et une lettre de Joanne Miro? Alors, Virginie, il y a, comme on le sait, peu de lettres de mon père. Alors, qui d'ailleurs sont conservées par l'association Miro ou la fondation. Très peu, très très peu. Et pourtant, mon père est un homme qui écrivait beaucoup. Et j'ai des correspondances absolument passionnantes de lui. Quand j'étais à New York, il m'écrivait pratiquement tous les jours. Et il y a des lettres où il parle de lui, beaucoup de ses inquiétudes, de comment il voit l'avenir même de la peinture. Il a donné une conférence quand il est rentré de la guerre en 1949. Et c'est une conférence de souffrance. Et, mon père, je voudrais même dire quelques mots. C'est un homme, et je voulais d'ailleurs, j'avais fait une note, parce que je veux dire, cette aventure, ce destin croisé de Miro et Pierre, il faut le dire, n'a pas été facile. Du tout, pas facile. Comme je disais, Miro au début ne mangeait pas tous les jours à sa faim, et mon père était un homme très inquiet, très angoissé, qui a vécu la grande crise de 29, peu de temps après l'ouverture de sa galerie,
Il avait beaucoup de courage, mais il avait une détermination. Il était, dans le fond, c'était pas faire l'argent qui était pour lui l'essentiel. Il voulait que sa famille vive confortablement, et c'est ce qui a été le cas. Mais il était vraiment dans l'aventure. Il avait été, et il m'en parlait, beaucoup influencé par Élie Faure, et le grand historien. Voilà. Oui, ce que je veux dire, il y a eu beaucoup de souffrance, chez les deux d'ailleurs, parce qu'il y a eu la guerre d'Espagne pour Miro. Et puis la crise, il en a souffert lui-même, parce que tout s'arrêtait, l'État, plus rien ne se vendait. Fort heureusement, et je reviens à Pierre Matisse, heureusement, a ouvert les yeux et a vu quelque chose. Il a vu une œuvre, il a vu une aventure à vivre, il a vu quelque chose de très important. Et donc, en 1932, il fait une première exposition dans sa galerie à New York, mais avec des œuvres prêtées par mon père. Il n'en achète pas. En 1934, ils font un contrat tous les trois. Miro, Pierre, les deux Pierre, en somme. Je vous donnerai une anecdote qui est amusante à propos du partage, parce que Pierre Matisse était à New York, à Paris, Miro livrait les tableaux périodiquement, et il les livrait à un intermédiaire qui était, c'est elle-même qui me l'a raconté, Marguerite Dutuy. Marguerite Dutuy, parce que je la fréquentais beaucoup à une certaine époque, j'avais fait une exposition de dessin de Matisse à New York. C'est une femme admirable, j'ai un grand souvenir d'elle. On rencontre très peu de gens comme ça. Et elle me dit, voilà, ça se passait comme ça. Miro lui livrait les tableaux, et elle faisait 2 lots. Et elle me disait, elle connaissait le goût de mon père et le goût de Pierre Matisse. Et apparemment, ça leur convenait parfaitement. Voilà, une anecdote sur un partage de tableaux qui se passait bien. Sur la confiance. Bon. Voilà. Tu veux que je parle encore? Oui. Vous ne voulez pas lire de lettres, parce qu'on en a Si, oui, alors je disais tout de même que les lettres de Pierre, on en a apporté ou pas finalement? Je vais attraper un livre. Bon, d'accord. Le quoi? Ah oui. Mais je n'ai pas en famille. Ah oui, alors attends. On va tout de même vous lire quelque chose. On va tout de même vous lire quelque chose. Je vais vous lire En famille, qui est un chapitre des voyages à travers la nature, quand Pierre-Édouard vont voir Miro et sa mère. Attends, non, la mère de Miro. Absolument à Montreuil. Comment est-ce qu'on prononce Montreuil? Donc je vais vous lire. Alors mon père, quand nous étions en exil à la Havane pendant la guerre, car la guerre, plus exactement la défaite et l'occupation ont interrompu le travail de mon père, l'ont énormément meurtri. Un jour qu'il rentrait à sa galerie, avant que nous partions, il trouve sur sa porte commerce juif, une affiche jaune, et puis on l'a dépossédé de sa galerie, on l'a dépossédé, arianisé, il ne s'en est jamais remis, Même en rentrant, il rentre d'exil, nous étions réfugiés à Cuba, il rentre d'exil, il va retrouver sa galerie, ce qui était sa galerie. L'occupant n'a pas très envie de la lui rendre,
Bon, ça se comprend. Hein. Tout le monde n'était pas très heureux de l'issue de la guerre. Et la prochaine visite, beaucoup de vous connaissez ces anecdotes, je l'ai beaucoup raconté. Sa prochaine visite, c'était chez Picasso. Et Picasso, lui, le reçoit à bras ouverts. Et lui dit, Pierre, quel bonheur, vous reprenez votre galerie. Et devant la mine de mon père, il dit, mais quoi, un tel, je ne me souviens plus du nom, mais il connaissait aussi l'occupant. Eh bien, il doit vous rendre votre galerie. Ah, mais j'en sors, il faudra faire un procès et tout ça. Et Picasso ne dit pas un mot, il décroche son combiné, compose un numéro. Allô, Tartampion, ça ne s'appelait pas Tartampion. Allô, Tartampion. Ici, Picasso. Pierre est rentré, il reprend sa galerie. Le lendemain, mon père avait les clés. C'est comme ça que ça se passait. Tout de même. Oui. Ça commence là. Bon, c'est pas très long. Alors, où est-ce qu'on est? Si, là. Oui, d'accord. C'est ça. Oui, alors le 25 août 28, la mère de Miro reçoit Pierre et Édouard à Montreuil. Dans Voyage à travers la peinture, ce livre que mon père a donc écrit à La Havane, Pierre le décrit. Miro n'est pas un de ces êtres qui vous font une profonde et inoubliable impression dès la première rencontre. Il est cependant l'homme le plus mystérieux, le plus impénétrable que j'ai rencontré. Pour retrouver tout ça dans le livre. Alors, certains le trouvent insignifiant, mais aucun jugement n'est possible, car il échappe à toute classification. Et l'aspect du personnage trompe sur une vie intérieure exceptionnellement riche et intense. Silencieux, perdu dans ses rêves, il éclate tout à coup d'un rire enfantin qui ouvre démesurément sa petite bouche pincée. J'allais un jour le voir avec mon frère à Montreuil, en Catalogne, au bord de la mer, dans sa propriété. Une belle ferme entourée de vignes et de magnifiques plantations de piments verts et rouges sous les oliviers. Dans le lointain, des montagnes. Et je me souvins d'un tableau où il avait peint d'étranges montagnes pointues que je croyais déformées par son imagination poétique. Mais elles étaient là-bas, à l'horizon, telles qu'il les avait décrites. Ça, c'est la première période dont je parlais avant qu'il n'arrive à Paris. Nous entrâmes dans la maison où nous étions invités à déjeuner. Miro y vivait seul avec sa mère et dans une aile attenante habitait une famille de paysans qui s'occupaient de la terre. Madame Miro, sévère, regardait avec étonnement ces étrangers venus de si loin pour voir une peinture qui, évidemment, l'inquiétait. Mais j'étais le marchand, l'homme surprenant qui protégeait son fils, qui lui avait fait un contrat sur lequel il vivait, et elle me dévisageait avec une curiosité sympathique. À table, Miro parlait peu, parfois la main devant la bouche, se tournant de côté, il tout sautait comme font les coiffeurs. Nous montâmes à l'étage, où il avait son atelier. J'invitais sa mère à nous accompagner. C'était la première fois qu'elle voyait ces tableaux, pourtant terminés depuis plusieurs mois. L'artiste guettait ses réactions avec un mélange de fierté et d'inquiétude.
tandis qu'elle nous jetait des coups d'œil rapides pour voir si nous nous moquions d'elle, ou lesquels de son fils ou de nous étaient les plus fous. Et nous repartîmes le soir même, laissant dans cette ferme isolée en pleine nature deux étrangers face à face, à table, dans un tête-à-tête silencieux. Des questions? J'ai quelqu'un une question. Alors, ouais. Bon, Marquis. j'ai pas- Prends le micro. Oui. Non, j'ai pas... Ça marche, ça? Oui. J'ai pas une question, mais j'étais enchantée d'entendre Albert parler des relations entre Pierre Le et Pierre Matisse, et le fait que la peinture de Miro ne se rendait pas du tout. Et je voulais ajouter un post-scriptum, parce que Pierre Matisse, que j'ai bien connu, il m'a dit un jour, quand j'ai vendu un tableau de mon père, j'offrais au collectionneur un Miro. Pour qu'il s'habitue. Et quand Miro a bien marché, quand quelqu'un achetait un Miro, je lui offrais un Dubuffet. Chers amis, s'il vous plaît, vous êtes tous vraiment gâtés, plein de joie d'avoir un homme comme lui et Marie qui a beaucoup écrit et travaillé sur Jean Miro. Et c'est un moment vraiment exceptionnel que je veux que vous pouvez aujourd'hui garder toujours dans l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais lire une lettre. J'ai entendu Ah oui, une, d'accord. mais, S'il y a- Bon, il n'y a pas d'autres questions, vous êtes sûr. Hein? Voilà. Alors peut-être, Joanne, si vous voulez lire la première lettre. Après, ce sera fini, il faudra acheter. Là, c'est C'est la première lettre qui est publiée dans le 1910. oui, 21 juin 1926. Ça fait exactement 100 ans. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Mon cher Pierre, je regrette de ne pas pouvoir vous faire mes adieux. Cet après-midi, il me sera très difficile de vous revoir. 6 juin, l'état des comptes. Le premier papier est celui que vous avez fait vous-même. Je crois que c'est bien cela. Mais si toutefois vous avez quelques doutes, dites-le-moi pour l'éclaircir. Je vous remercie de l'argent que vous m'avez avancé. Malheureusement, je vis dans des circonstances anormales qui finiront pour me lancer un jour ou l'autre, j'espère. Puis, aujourd'hui à 5 heures, tout d'abord, je vais me reposer. Je crois que je mérite bien cela. J'aurai un grand plaisir de vous revoir en Espagne. Si ma santé me permet d'habiter Montroche, ce sera très bien. Ne vous considérez pas comme un invité chez moi. Vous serez en entière liberté et ne comptez pas y rester peu de jours. Veuillez faire mes adieux à votre famille et recevez une cordiale poignée de main. Et nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup. Une dernière chance pour des questions. Est-ce que vous avez fait un choix dans les lettres? Vous les Oui. avez- Oui. Non, elles sont toutes publiées. Non, toutes les transcriptions. Attends, prends le micro. Non, toutes les transcriptions sont dans le livre. On a choisi un certain nombre de
facsimilées. Elles ont été photographiées, très bien reproduites, mais elles ne sont pas toutes reproduites, évidemment. Mais c'est complet. Et il y a beaucoup de renseignements, je voulais vous dire, dans le livre. Il y a eu des annexes. Attendez, je voudrais tout de même ajouter ça si j'ai quelques minutes, mais il faut que je prenne mes notes. Oui, ce que je voulais vous dire, d'ailleurs, c'est ce que j'avais préparé, mais bon, ça a pris une autre direction, et que je préfère d'ailleurs, c'est plus vivant. Mais enfin, vous voyez, ce que j'ai écrit s'appelle Destin croisé. Bon, il y a la découverte des lettres que je raconte et que je vous ai raconté, donc vous pourrez passer le chapitre. Et puis alors, j'ai trouvé intéressant de faire un chapitre sur Miro, justement, avant son arrivée à Paris et avant son entrée à la galerie, plus exact. Miro avant Pierre Loeb, et puis les débuts de Pierre Loeb. Et puis ensuite, ils se rencontrent, ils vont travailler ensemble. Voilà. Et puis, il y a l'arrivée de Jacques Viaud, évidemment, qui est très importante. Et puis, l'arrivée de Pierre Matisse. Pierre Matisse, qui a un peu sauvé l'embarcation, parce qu'il avait l'argent, et il avait le métier à New York très important. Oui. Oui, alors je parle aussi des difficultés, la crise économique de 29, et puis la guerre, l'occupation, mais je vous en ai parlé. Et puis le retour de Pierre Loeb à Paris, je vous en ai parlé, mais vous allez trouver évidemment beaucoup plus de détails. Je parle d'une chose qui est importante et qui se passe à Paris, c'est la naissance des grandes revues d'art, qui sont exceptionnelles et qui n'ont, à mon avis, pas été dépassées. Il y a d'abord, évidemment, les cahiers d'art de Servoz, homme d'une immense culture, et qui débute en 26, vous voyez, c'est là. Et il y a des pages de publicité, et mon père, tout de suite, fait de la publicité pour soutenir la revue, et dès que les tableaux de Miro entrent à la galerie, il ajoute dans les pages de publicité, avec Voigny-Rousseau, Modigliani, Picasso, Braque, etc., il ajoute le nom de Miro, déjà en 26, la première année, déjà. Miro, à l'époque, totalement inconnu. Il y a la revue Documents, il y a Verve, enfin, il y a des magazines extraordinaires. Et d'ailleurs, Miro a collaboré très vite avec ces magazines, qui lui ont demandé de faire des litos, des choses comme ça. Voilà, je voulais vous dire ça. Bon, voilà. Je crois que... Je vais poser une question. Oui. Pour Albert et pour Joanne, est-ce que parce que vous expliquez qu'il y a le Miro d'avant 1926, et puis après il y a le Miro à partir de 1926. Est-ce que ce nouveau Miro est né de la relation de Pierre et de Joanne, ou est-ce que... Voilà, est-ce que leur relation a eu un impact sur le processus de création du travail de Miro? Pierre-Emmanuel, la révolution que fait Miro en arrivant, et je dis d'ailleurs, j'écris qu'elle est beaucoup plus radicale que la révolution de Picasso. Cette révolution, elle a lieu... Oui, attendez, j'ai perdu le fil. Est-ce que le nouveau Miro? Oui, le nouveau Miro. Oui, pas du tout. C'est ce qui provoque cette révolution radicale, c'est la rencontre Dada et surréaliste.
Et c'est pas la rencontre avec Pierre Loeb du tout. Mais ça se passe du temps, Pierre. Mais, Non. mais Pierre Loeb lui a peut-être donné le courage de continuer dans cette voie. Voilà, Marguerite, tu as raison. Dans Pierre Loeb, qui a encouragé Miro à cette époque? Comme des artistes, hein, il y avait une amitié avec Max Ernst, comme tu sais, il y avait des... Mais personne ne l'encourage. Pierre, vraiment, a été tout à fait l'homme de la circonstance. Oui. Donc Miro était influencé par les dadaïstes, les surréalistes, Oui. et le manifeste du surréalisme qui est sorti en 22. Oui. Et alors que les autres c'était du surréalisme figuratif, Miro a créé le surréalisme abstrait. Oui. Il est connu pour être le créateur du surréalisme abstrait. Ah, bah, écoutez, je vous remercie parce que je ne le savais pas. Mais je vous préviens, je ne suis pas historien de l'art. Je sais pas. Le surréalisme. Oui. Marguerite. Non, mais pour aller dans ton sens, Miro avait eu une relation avec Léonce Rosenberg. Ah, Et il lui avait, Paul Rosenberg. Ah, pardon. Paul Rosenberg. Oui. Et il lui avait proposé, je pense que c'était la ferme. Oui. Oui, Et c'est- Rosenberg lui a dit. En morceaux. Pardon? Il fallait la couper en morceaux. Oui, il a dit coupez-le en morceaux. C'est trop grand, c'est pas intéressant. Coupez-le en morceaux et peut-être ça se vendra. Je crois que Paul Rosenberg, qui était un grand marchand, le commerce était là frontal. Hein. Certainement. Et ça a été un grand marchand et qui aimait la peinture. Il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, les marchands aimaient la peinture. Ils aimaient faire des affaires, mais ils aimaient la peinture. Avant tout. Pardon, je m'excuse. Le premier tableau abstrait surréaliste, il y a trois versions différentes. C'est le paysan catalan de 1924. Oui. Un se trouve dans la collection de Penrose, qui est à la Tate. Le deuxième, il est au musée de Washington. Le troisième, il est dans la fondation Thyssen à Madrid. Donc c'est 1924, c'était le début. Ah, c'est le début 24. C'est le 24, c'est la fin de l'affaire. C'est le paysan catalan. Oui, oui. Et Oui. dans un des tableaux, je crois la version jaune qui est à Washington, Miro a brûlé un petit bout de toile. Et on peut imaginer que c'est lui qui a créé le spatialisme que Fontane a développé plus tard avec Yves Klein. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de Yves Klein dans Miro. Les tableaux fond bleu et tout ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Non, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Non, ce monsieur est un des plus grands marchands génération, les jades, non, c'est les jades. Notre nom, oui. David Jade, c'est Namad. Namad, ce sont plusieurs générations, sont les plus grands marchands. Mais c'est beaucoup de choses et c'est bien. Non, je ne suis pas d'accord. N'amenons pas Yves Klein là. Yves Klein, écoutez, Yves Klein était un merveilleux judoka. Il a été mon professeur de judo et je l'ai très bien connu. C'était un copain. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le moment. Mes amis, merci. Je pense que c'est fini, non?